François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. On va aller très vite sur le programme. Il suffit que vous vous baladiez dans la playlist de toute la vidéo, tout l'ensemble des vidéos, puisque c'est le 108e envoi de PDF. On a commencé le 1er janvier 2025 ou le 1er janvier 2025. C'est comme vous voulez. L'important, c'est de se perdre entre les deux. On est aujourd'hui le 20 avril 1925 ou 2025. Ah non, maintenant on n'est plus en 2025. On est parti en 1925. On suit le petit carnet que Howard Phillips Lovecraft tient scrupuleusement chaque jour. Je joue avec comme un jeu de cartes. Évidemment, il glisse, tombe et s'échappe. Lui-même, sans cesse, nous échappe. Mais c'est bien ce qui nous incite à encore plus démêler. Démêler quoi? Démêler. Finalement, c'est une question de temps. C'est-à-dire, l'urgence du temps, l'instant présent, comment on s'y accroche, ce qu'il y a à faire, les choses qui vous répugnent aussi de faire, et puis cette longue patience, ces longues maturations qui vont se résoudre, elles aussi, dans une impatience, une urgence parfois d'aller vite, d'écrire en une demi-journée. Et c'est bien parce que ça parle de littérature et d'écriture que nous, on fait ce travail. Alors, on va profiter qu'il un emploi du temps en ce moment vaguement plus régulier pour trouver peut-être d'autres rythmes. Il ne faut pas qu'on s'endorme ici. On a encore jusqu'au 6 janvier 1926 à tenir. Tout de suite, on y va voir. Ordi. On a commencé une nouvelle semaine d'avril. Ça, c'était hier, le 19. Aujourd'hui, lundi 20, toujours une journée de décalage pour nous dimanche. Pour eux, lundi. Une écriture, d'ailleurs, quand l'écriture est calme, oh, ben c'est mauvais signe pour nous. On a moins à trouver. N'empêche que... Alors, lisons, c'est tout simple. Up noon. Ça, c'est habituel. On se réveille à midi, c'est l'heure normale. Get heater. Là, parce que avant-hier, est-ce que vous vous souvenez, peut-être c'était fin de semaine dernière, on avait pris le radiateur et on l'avait porté à réparer chez l'électricien. Ça y est, ça devait pas être grave. Peut-être tout simplement parce que ces derniers jours, il y a eu ces combats avec les souris. Les souris aiment bien manger les cordons, mais ça c'est une pure hypothèse. Il n'entre pas dans ces détails, mais il récupère chez l'électricien son petit radiateur. Toujours ce genre de détails. Il le note, c'est pourtant des détails loin de l'écriture, mais c'est des détails aussi qui comptent bien pour le porte-monnaie. Encore à nouveau ce mot magique. Alors combien de fois aujourd'hui on l'aura? Oh, bah, pas beaucoup. Right, right. 2 fois. Oui, mais stay up. On va finir par la nuit blanche. Et qu'est-ce qu'il fait dans la nuit blanche? Il faut anticiper sur demain, mardi 21. Right, il va passer une fois de plus sa nuit à écrire. Alors évidemment, toujours le ballet des copains, Voilà, on est dans le trio de base aujourd'hui, on va pas en sortir beaucoup. Voilà, Samuel Loveman qui passe un coup de fil. Bon, on peut rien faire l'un sans l'autre. Et on s'en va au NM et L. Alors là, avis aux enquêteurs. Oh, ben là, je viens de perdre 1 heure à chercher ce que ça peut être, ce NM et L. Est-ce que c'est un des lieux où on peut manger pour pas cher, une cafétéria, mais pas le Tiffany, pas leur adresse habituelle, mais une qui serait plus là, près de chez Loveman? Est-ce qu'il s'agit d'une librairie ou d'un autre endroit pour faire des courses? Alors, je peux juste ajouter que le 28 février, le dernier jour du mois de février. Alors j'ai réouvert tout le dossier de l'enquêtrice principale du site. Et non, le 28 février, j'avais dit je donne ma langue au chat pour le NMEL. Elle n'avait rien trouvé non plus. Donc c'est que ça doit être difficile à trouver. Back. Donc il reste pas très longtemps dans ce début d'après-midi avec Loveman. On revient à la maison et on mange un petit peu. Alors s'il y a marqué dinner ici, c'est que NM et L, c'est pas un endroit où ils ont mangé, peut-être une boutique de livres d'occasion, sait-on. Et
évidemment, right, on passe l'après-midi à écrire jusqu'à ce que l'autre arrive. J.K. George Kirk qui fait signe. Et là, on s'en va dans une adresse que nous, on connaît bien, c'est le Johnson's. Vous savez qu'il avait promis à sa vieille tante, là, pas plus loin que le 11 avril, dans une lettre qu'il lui envoie là, avant l'équipée de Washington, que vu le budget serré, maintenant, on n'ira plus que une fois ou deux par semaine manger au restaurant. Ben, il est totalement incapable, tout simplement parce que il est impossible à Lovecraft de rester seul, semble-t-il. On revient et on monte à l'étage, la chambre juste au-dessus de la sienne, justement chez George Kirk. Et il s'agit là fixe. Alors peut-être que Kirk, avec tout ce qui est son trafic de livres, il a encore quelque chose à réparer dans les étagères. Ça, on ne saura pas, mais c'est l'occasion de faire une transition. On va tout de suite aller dans mon PDF, le PDF du jour, et je vous assure, c'est ça qui compte. 20 balles pour accès à toutes les compiles mensuelles, à tous les outils de recherche, nomenclature qu'on est en train de faire, les discussions qu'on a ensemble. Allez, 20 balles si vous ne le recevez pas encore. Moi, en tout cas, c'est ça à la base. La vidéo, bah, c'est un jeu, parce que ce que tu improvises en vidéo, souvent après, bah, je me recolle au PDF, je recorrige, j'assemble, et réciproquement, c'est le boulot fait en amont sur ce PDF, parce que quand j'ouvre, là, en fait, je fais un copier-coller de celui de la veille, tout simplement en Word, j'efface les contenus de la veille, je copie par ce qui me reste là de mes premières ébauches, des broussaillages, donc en principe une partie qui est déjà dans la même structure avec la transcription exacte du fac-similé, le plus exact possible. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas faciles à vérifier. Ce que j'appelle un dépli, le mettre en français, mais remplacé par les noms, enfin, qu'on comprenne. Ce commentaire qui correspond en gros à ce que là je réimprovise, mais précisément c'est là où il y a cette espèce de ping-pong qui est ma récompense, et chaque jour un article traduit du New York Times et la lecture de ce New York Times qu'on trouve évidemment de l'iconographie. On n'en manque pas depuis le début. Et aujourd'hui, je reprends encore George Kirk, ce livre édité par Mara, la fille de Kirk, et Esti Yoshi. Évidemment, il est très très souvent là sur la table. Je regardais une fois, vous savez, ça m'avait fait un choc au cœur, parce que il y a longtemps que j'ai entamé ce projet, et puis je vois apparaître, alors c'était il y a 2 ans, d'un coup, l'annonce là, puis le gars très très gentil d'ailleurs, on a dit, bon, qu'est-ce que vous pensez de mon bouquin? Quand évidemment j'ai répercuté que je l'avais reçu, David J. Godwin, Midnight Rambles, donc peut-être un petit côté Rolling Stones en commun, H.P. Lovecraft in Gotham, mais Gotham, son New York, c'est pas la ville maudite, mais cet universitaire a fait un travail très très précis sur cette année de Lovecraft à New York, mais ce qui m'a rassuré, dès que j'ai ouvert, il y a une belle photo de Sonia, par exemple. Sonia, dont on n'entend plus beaucoup parler ces jours-ci, mais attendez, on ne perd rien pour attendre. Mais dans ce Midnight Rambles de Goodwin, nous, ce petit boulot ras des pâquerettes, on peut faire des analyses, on peut faire des discussions, mais nous, c'est comment ça se passe dans les mains, l'écriture. Et là, évidemment, le Goodwin, il y a une discussion, un échange, mais j'ai pas besoin qu'on fasse de synthèse de ce qui se passe dans les journées. Au contraire, c'est plus tu vas près, plus là, tu touches du doigt quelque chose qui t'explose dans les paluches. Et là, c'est là que nous, on apprend. Alors, George Kirk, ce 21 avril, ça tombe bien, c'est que ces extraits de lettres, évidemment, c'est très discontinu, on n'a pas ça, c'est pas
aussi justement, aussi, jour après jour, comme le fait Howard Phillips Lovecraft. Quelquefois aussi, c'est pas noté, c'est des bribes, des papiers qui devaient être tout mélangés. Je pense que Mara Kirk et Yoshi ont dû pas mal en baver pour essayer de trier ça. Et par contre, c'est à partir là du carnet de Lovecraft que finalement on peut retrouver l'horloge des petits mots de Kirk. Alors par exemple, avril, non daté. Oui, mais vous allez voir comment ça retombe sur nos pattes. What do I do when I sit up all night? Qu'est-ce que je fais quand je reste assis toute la nuit? Peut-être c'est une discussion avec donc Lucille, sa fiancée, restée à Cleveland. Mais pourquoi tu vas pas te coucher? Mais qu'est-ce que tu fabriques quand tu restes éveillé toute la nuit? Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Et ça, cet humour de George Kirk, moi, à mesure que je m'y habitue au jour le jour, qu'est-ce que je fais quand je reste assis toute la nuit? Je reste assis toute la nuit. Je parle. Ah, t'es tout seul, tu parles? Bah ouais, je suis tout seul, je parle, je lis, ou je travaille. Alors, le travail de Kirk, c'est que c'est pas la littérature, c'est organiser précisément ces démarches-là. Et puis c'est classer les bouquins, et faire les boulots de revente, et puis essayer de placer ceux qu'il a lui-même édités, la correspondance avec Ambrose Bierce, etc. Non, je ne dors pas avant la nuit suivante. Par contre, là, il nous donne quelque chose d'intéressant. Mais généralement, 12 ou 14 heures. Ça, on verra ça chez Lovecraft aussi. Dormir une nuit sur deux, évidemment, la nuit où on roupille, boum, et je trouvais Reinhard Kleiner intéressant. Là encore, c'est réponse à un écho privé d'une autre lettre. On n'a pas les lettres que lui envoie Lucille. Comment l'aurais-je pu... Et tout d'un coup, par contre, il parle de Lovecraft. Ce qui est rare parce qu'on a bien compris que Lucille, pour elle, c'est pas d'un très bon œil qu'elle voit cette relation qui devient symbiotique entre Kirk et Lovecraft. J'aime beaucoup Howard. Je passe plus de temps avec lui qu'avec n'importe quel autre. Mais on ne voit presque jamais Sonia. Là, une petite indication qu'il est bon de reprendre aussi. Samedi, 7 heures du matin, Howard m'a rendu visite et a lu pendant que je travaillais sur des cartes. Qu'est-ce qu'il fait avec ces cartes? Ça ne nous le dit pas. Il dort maintenant dans le salon, l'appartement de Kirk. Son studio est un tout petit peu plus grand que celui de Lovecraft. Il paye un peu plus cher, $10 au lieu de 8, mais Lovecraft, c'est juste une pièce et 2 petites alcôves. Lui, il y a un salon et juste un coin pour dormir. Il lit The Ghost Girl. Alors, The Ghost Girl, c'est un livre d'Edgar Saltes. Et Edgar Saltes, vous savez qu'on l'a croisé très, très souvent ici. C'est une génération un peu plus âgée, donc Lovecraft et Kirk, mais il a écrit des essais. En janvier, il lisait intensément les essais de Saltes. Et comme il y a cette affinité avec Saltes, c'est lui qui lui sert de guide et d'introducteur à la littérature française. Huysmans, Gautier, Maupassant, tout ça, c'est Saltes. Et là, cette scène impayable, regardez tous les derniers temps, on a Lovecraft qui dit que, là, qui écrit à Bob Barlow que non, lui, il veut bien venir en Floride, mais si c'est pour jouer au bridge, au tennis, des choses comme ça, non, ça l'intéresse pas. Parce que lui, tout ce qui est jeu, mon cher ami, non, les jeux, moi, ça n'a jamais été mon truc. Peut-être parce que mentalement, c'est trop difficile pour moi, le bridge et tout ça, en tout cas. Et l'autre jour, on avait aussi, vous savez, il y a cette fréquence des visites aux zoos qui est très, très, très étrange, mais peut-être, quand vous voyez aussi, je pense toujours à Walter Benjamin, parce qu'on a aussi quelque chose d'être strictement contemporain, mais le zoo de Berlin, c'est aussi un endroit totalement central dans la ville, dans Sens unique. Une enfance à Berlin, Walter Benjamin parle aussi de l'importance du zoo. Peut-être parce qu'on ne peut pas prendre des avions et voyager. Donc on a la lecture, les récits de voyage, mais le zoo, quelle que soit évidemment l'énorme bascule dans le traitement ou la conception du rapport homme-animal, c'est aussi un voyage dans sa propre ville vers des ailleurs. Et on les a vus il y a juste une semaine
traversant Greenwich Village, découvrant une animalerie, comme le mot n'existait pas à l'époque, un magasin d'animaux exotiques. Là encore, tout un enjeu sociétal. Et eux s'amusant à serrer la main des petits singes. Presque 2 jours avant qu'il y ait ce drame-là à Central Park d'un singe devenu fou furieux d'emprisonnement, échappant, passant par une fenêtre, et 2 gardiens qui s'y reprennent à 3 fois pour l'abattre. Bien, aujourd'hui, c'est la question de Lovecraft et du sommeil, c'est-à-dire on a ça aussi dans le petit mémoire sur la vie privée de Howard Phillips Lovecraft par Sonia en 1947, 10 ans après la mort de son mari, quand on lui met tout sur le dos à cette pauvre Sonia, alors que les 8 ans qu'a duré leur relation, c'était évidemment totalement structurant pour Lovecraft. Il dit souvent que donc sur sa table, c'est là qu'il lit. Alors pour lire des livres, il est installé dans une Morris Chair, et donc il y a un lieu pour lire dans son studio, mais c'est à sa table aussi que souvent il est assis pour rédiger des lettres, et que à un moment donné, tu t'aperçois toujours que Lovecraft, quel que soit le moment de la journée, hop là. Il y a des théories aussi sur le sommeil fractionné. Kafka pratiquait le sommeil fractionné. Quand il revenait de sa compagnie d'assurance vers 14 heures, il y a systématiquement un sommeil de 20 minutes, 30 minutes, pas plus, avant là, de se remettre à ses cahiers, puis ensuite sortir en ville, retrouver ses amis, etc. Mais la question du sommeil fractionné chez Kafka est totalement essentielle. Pour Lovecraft, on ne voit jamais là de choses écrites, enfin pas ma connaissance là dans la correspondance, mais je suis loin d'avoir tout lu. Il ne parle pas de volonté de sommeil fractionné, non, c'est plutôt s'accrocher au non-dormir. Et quand tu t'accroches au non-dormir, eh bien quelquefois, bon, ça calotte. Et tu es assis, tu as la tête qui repose sur ton coude, et ça y est. Et là, c'est une scène comme ça, chez Kirk. Il dort maintenant dans le salon sur The Ghost Girl, ouvert devant lui. Oh, c'est pas un compliment pour Salt, dit-il à Lucille, parce que les livres qui te donnent envie de roupiller, c'est qu'il n'est pas... c'est secondaire par rapport à cette question. Je suis invité à une réunion de Blue Pencil Club ce soir, mais je n'irai pas. Ça, Lovecraft non plus n'aime pas du tout ce Blue Pencil Club. Mais n'empêche, c'est pour lui comme une sorte... Ça fait partie de l'association des journalistes amateurs. Sonia lui a bien signifié de ne pas manquer les réunions. Ils ont offert un prix récemment à Reinhard Kleiner. Rien que pour ça, Lovecraft, lui, ira. Et là, il y a cette petite scène. Howard s'est réveillé, a crié « Avernus !» et est reparti au Nirvana. Alors Avernus, c'est dans les champs flégriens, là, dans cette région près de Naples. Là, il y a une zone volcanique, et dans cette zone volcanique, là, les Romains disaient que l'entrée des enfers. Alors, est-ce que Lovecraft, tout d'un coup, entre dans les enfers? Il réveille, en sursaut, crie « Avernus !» et se rendort. Rien que pour ça, je voulais garder ça. Vers minuit, nous sommes allés au Tiffany's, donc à la cafétéria jusqu'en bas, et Kirk nous dit « J'ai pris une magnifique salade de crevettes et un café », tandis que Howard a pris une part de gâteau au fromage et 2 cafés. Vous savez qu'on avait aussi le témoignage de Kleiner, c'était avant-hier, où il racontait comment il reste là jusqu'au bout, la fermeture, il n'y a plus que comme clients, les serveurs n'en pleuvent plus, et dès qu'ils s'en vont, ils entendent les serveurs qui se précipitent pour fermer le rideau. Oui, mais n'empêche, nous sommes restés assis pendant 1h30 autour de notre repas et des journaux du matin. C'est-à-dire, quand tu vas à minuit à la cafétéria Le Tiffany, les journaux du lendemain viennent d'arriver et on en profite. Donc, c'est justement ce que nous, on va faire en allant voir le New York Times. New York Times, lundi 20 avril 1925. Et dès la première page, alors évidemment, les questions, là, les tempêtes, les accidents, les disparitions... Mais il y avait ça, 2 petites filles perdues, enfermées 24 heures dans un placard, sauvées de la suffocation.
C'est l'histoire que j'ai prise et que j'ai traduite. On va juste faire un petit balayage et je reviens à cette histoire et je vais vous la raconter. Il faut bien que ça ressemble à quelque chose, nos petites vidéos. Dans nos marqueurs habituels, pas grand-chose qui fait des petites... Moi, c'est simple, il suffit que tu regardes l'écran et puis tu vois les petites lampes orange, rouge qui s'allument. Non, c'est pas... là, pas vraiment ça, mais il y avait cet article. Par exemple, on est dans l'Arizona. Et dans l'Arizona, il y a des canyons et il y a des peintures rupestres. On n'est pas encore dans Lascaux, Grotte Chauvet. Jean-Loïc Lequelec n'était pas à New York ce jour-là. Mais on a trouvé dans ce canyon un dessin où il semble qu'il y ait une représentation de dinosaures. Alors, évidemment, les savants, ils y vont précautionneusement, ils disent ouais, c'est peut-être simplement représenter un lézard. Oui, mais l'imagination du reptile, toujours ces visites de Lovecraft au zoo et le rôle là de ces êtres reptiliens qu'on a dans At the Mountains of Madness, les montagnes de la folie, sont émises des hypothèses comme quoi, si sur cette gravure rupestre on voit un dinosaure, c'est que peut-être là, dans ces temps, des temps préhistoriques, oui, mais qui étaient ces Premières Nations? On en est encore qu'à des hypothèses encore très vagues, très lointaines, mais on sait quand même que bien avant Christophe Colomb, il y en avait eu qui avaient déjà découvert l'Amérique. Mais est-ce qu'ils cohabitaient encore ou déjà avec des dinosaures? C'est l'homme qui est beaucoup plus ancien qu'on croyait? Ou c'est les dinosaures qui ont survécu bien plus longtemps qu'on croyait? Évidemment, maintenant, ça peut nous sembler enfantin. Mais cet enfantin, là justement, c'est quoi l'enfantin? C'est ce qui rétrospectivement t'apparaît comme enfantin parce que tu es à tâtons dans l'inconnu, tu bricoles l'inconnu, tu le pressures, tu le distors, tu émets des hypothèses. Et c'est ça, la fiction fantastique. Alors cet article, évidemment, je l'ai repris dans mon petit PDF, et j'ai trouvé cette publicité. Alors évidemment, il y a toujours des pages entières de publicité, mais on commence à bien faire aussi, là, bien nous maintenant, les structurer, les assembler. On est dans la page d'annonce des spectacles. Alors, c'est une vente aux enchères que j'ai pas repérée. Ouais, mais là, bon, c'est des tapis, c'est pas des livres. Ici, là, dans les pages de pub, une pièce de Hal Carroll qui s'appelle Rat. Hal Carroll's production of a Rat, the thrilling and heroic love story. Cette histoire d'amour pénétrante, angoissante, héroïque par Ivor Novello et Constance Collier. Ça fait 4 mois qu'elle est jouée au Colonial Theatre, au coin de Broadway et de la 62e rue. Et on vend les places, il faut attendre, on vend les places à 8 semaines d'avance. Et pour faire leur pub, ils font un mot croisé. Et les mots croisés, vous savez, comme Lovecraft et Jim Morton les aiment. On a le horizontal, on a le vertical. Et tiens, si vous arrivez à le remplir, ça vous dirait que je vous envoie un bouquin de mon choix. Mais un bouquin à moi, ok? Allez, c'est un jeu concours. C'est la 2e fois qu'on fait un petit jeu concours, mais là, avec quelque chose à gagner. Si vous y arrivez. Allez, maintenant, la petite histoire des 2 gamines. Je reviens à mon PDF, et puis je vais tout simplement la lire. New York, fin avril 1925. L'instinct infantile de s'échapper et de se cacher, après que 2 poubelles vides leur avaient permis de grimper dans un appartement vide, a eu pour conclusion que 2 fillettes de Jackson Heights, dans le Queens, se sont retrouvées emprisonnées pendant 24 heures, seulement délivrées hier à 10 heures du matin dans la penderie de cet appartement, pendant que parents, policiers, inspecteurs et plus de 200 voisins les recherchaient avec une angoisse croissante. L'inhabituelle intelligence de l'aînée, Virginia Arnold, qui a à peine 6 ans, de faire allonger sa compagne de jeu avec le visage tout près de la seule fente par où passe
passait un peu d'air les a sauvés de l'asphyxie. Le fait que tous ceux qui le cherchaient aient accordé foi au témoignage du concierge disant qu'il avait soigneusement fouillé les lieux alors qu'il n'en avait fait qu'un examen de routine a conduit à ce que personne n'entre à nouveau dans cet appartement, pourtant exploré dès le début des recherches. Il était à peu près 10 heures samedi matin quand Virginia, qui vit avec ses parents au 52 de la 23e rue Jackson Heights, rejoignit sa copine Janet, 5 ans, fille de monsieur et madame Philip Campbell, caissier au théâtre Henry Miller de Manhattan, domicilié quelques portes plus loin, au 72. Elles découvrirent devant l'immeuble de Laburnum Board, au 78 de la 23e rue, où Janet avait vécu jusqu'à il y a 4 mois, donc, elle veut revenir à cet appartement qu'elle et ses parents ont quitté. Elle voit 2 poubelles vides, une fenêtre ouverte. Viens, je vais te montrer où j'habitais. Peut-être même c'est dans ce même appartement. La concierge n'avait aucunement supposé que les fillettes pu entrer dans l'immeuble tranquille, dans l'appartement vide. Elles se mirent à jouer. Ayant trop chaud, elles enlevèrent leurs manteaux, les suspendirent à la poignée de fenêtre. C'est ce qui va les sauver. À l'heure du déjeuner, les fillettes ne revenant pas, Mme Arnold et Mme Campbell se retrouvèrent chacune pensant que sa fille était chez l'autre. Combien de fois c'est arrivé à chaque parent? On prévint la police. 3 inspecteurs arrivèrent aussitôt. Les patrouilles des quartiers environnants prévenues aussi. Pendant ce temps, une des fillettes avait ouvert un placard et appelé l'autre pour venir voir ce qu'elle avait découvert. Elles entrent toutes les deux dans le placard, une penderie, quand soudain la porte se referma sur elles. Un loquet qui ne s'ouvrait que de l'extérieur les emprisonnait. Les 2 petites de 6 ans et 5 ans. Elles tambourinèrent contre la porte. Personne ne pouvait les entendre. À 3 heures de l'après-midi, les 2 mères, maintenant au comble de l'angoisse, prirent contact avec la police. On lança une alarme générale. La description fut communiquée dans les cinémas du quartier. Vous voyez le rôle aussi de l'information immédiate. Nous, maintenant, avec les alertes, là, Facebook, etc., on connaît. Oui, mais dès 1925, avec ces cinémas, ces bandes d'information, ça peut aller très vite. En quelques heures, on a la preuve qu'un flash d'information peut être diffusé dans tous les cinémas populaires du coin. Leur description fut communiquée dans les cinémas du quartier, insérée en flash sur les écrans. Les voisins commencèrent les fouilles. Les golfeurs du terrain voisin se joignirent à la battue. Tous les passants dans les rues à moins d'1 kilomètre de distance furent arrêtés, questionnés. À minuit, on arrêta temporairement les recherches. Pour les reprendre à l'aube, des groupes d'hommes par 4 furent constitués pour fouiller tous les immeubles de bas en haut. Le groupe qui devait visiter Laburnum Court était composé d'Earl Nelson, Walter Britton et Frank Britton, tous habitants du quartier. Ils visitèrent les 2 premiers étages en bas, puis ouvrant la porte de l'appartement du 3e, découvrirent les 2 manteaux à la poignée de la fenêtre. Les 2 fillettes entendirent leur sauveteur, avec leurs chaussures cognèrent contre la cloison. On les délivra. Après avoir dévoré un grand repas, Virginia raconta à son père et à sa mère qui étaient enfermés. Ils s'étaient endormis, ils étaient effrayés parce qu'il faisait si noir qu'il n'y avait aucun bruit, personne ne venait à leur secours. Dès que réveillés ce matin, ils ont appelé cogner sur la porte jusqu'à ce qu'on les trouve. À demain, à demain. C'est quand même chouette de faire ce boulot, non? Allez, inscrivez-vous!